Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai fléau, l'escroquerie aux faux SMS de l'entaille. L'idée ici, c'est de poser les choses calmement. On va faire une analyse clinique très pédagogique pour bien comprendre la mécanique de cette fraude, mais surtout pour faire le point sur les recours juridiques précis qui existent pour les particuliers ciblés. Allez, on commence. Au programme de cette analyse, on va d'abord identifier l'arnaque à l'amende, on verra ensuite les qualifications pénales applicables, la procédure à la réception du message, les démarches si un paiement a été fait, et enfin, la grande question du droit au remboursement. Première étape, l'identification de l'arnaque. La différence entre les protocoles de l'État et la méthode des fraudeurs saute aux yeux quand on prend le temps d'analyser. Il faut savoir que l'entaille n'envoie littéralement jamais de SMS pour réclamer un paiement. L'administration fonctionne uniquement par courrier papier ou par un email officiel provenant de l'adresse affichée ici à gauche. Les escrocs, eux, adorent le SMS. Ils imposent un délai très court, agitent la menace d'une majoration immédiate et utilisent des liens raccourcis. En fait, cette urgence, c'est purement une arme psychologique. Et si on clique sur ce lien, que se passe-t-il? On atterrit sur un site qui copie à la perfection l'identité visuelle du gouvernement. C'est troublant de réalisme. Ce faux portail va systématiquement aspirer des données, étape par étape. Les noms, la date de naissance, l'adresse, et pour vraiment parfaire l'illusion, la plaque d'immatriculation. Une fois le piège bien refermé, bam, on demande les coordonnées de la carte bancaire. Le but final n'est pas juste d'obtenir un petit paiement immédiat, c'est de monter un dossier complet pour faire de l'usurpation d'identité ou des fraudes bancaires massives par la suite. Passons maintenant au volet juridique avec les qualifications pénales applicables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fraude, ce n'est pas une petite infraction isolée, c'est un vrai millefeuille pénal. La création du faux site et la fausse urgence rentrent directement dans la case de l'escroquerie, article 313.1 du Code pénal. Ensuite, le fait de siphonner ces données pour les réutiliser, c'est de l'usurpation d'identité, article 226.4.1. Mais ce n'est pas tout. Intercepter des codes ou s'introduire dans un système relève de l'atteinte au système de traitement automatisé de données. Et bien sûr, pour les complices qui font circuler l'argent volé, on parle de recel et de blanchissement. C'est du sérieux, avec un vrai arsenal pour les professionnels du droit. Troisième partie, voyons la procédure lors de la réception du message. Face à un tel message, la réaction doit être presque clinique. Règle numéro 1, le lien ne doit jamais être ouvert, même par simple curiosité. Ensuite, le bon réflexe consiste à transférer ce SMS au 30370, la plateforme nationale de signalement des spams. Enfin, s'il y a un doute légitime sur une vraie contravention, la seule et unique méthode sécurisée, c'est d'ouvrir un navigateur soi-même et de taper manuellement l'adresse officielle entaille.gouv.fr. Quatrième point, les démarches si l'irréparable s'est produit et qu'il y a eu paiement. Si les données ont été saisies, il faut agir avec beaucoup de méthodes. L'action prioritaire, elle est bancaire. On fait opposition sur la carte immédiatement pour stopper l'hémorragie financière. Ensuite, avant de fermer quoi que ce soit, il est impératif de geler la scène de l'infraction en conservant absolument toutes les preuves. Ce n'est qu'une fois ces deux étapes accomplies qu'un dépôt de plainte formel auprès des forces de l'ordre devient véritablement utile pour construire un dossier solide. Et la qualité de ces preuves, c'est ce qui va conditionner la réussite d'un remboursement. Il ne faut surtout pas effacer le SMS initial. Il faut garder l'URL complète du faux site, faire des captures d'écran des pages de saisie et récupérer les relevés bancaires qui montrent les débits. Fait très pratique, la plateforme gouvernementale Perceval permet d'obtenir un récépissé spécifique pour la fraude à la carte bancaire. C'est tout ce petit dossier documentaire, bien ficelé, qui va obliger la banque à instruire l'affaire avec sérieux. Et on en arrive à notre cinquième et dernière section, le droit au remboursement. Le principe fondamental ici, fixé par le Code monétaire et financier, c'est que la banque est tenue de rembourser une opération non autorisée. La seule vraie échappatoire pour l'établissement, c'est de réussir à prouver une négligence grave de la part du titulaire du compte. Mais attention, cette notion est très stricte. Tomber dans le panneau d'un message trompeur ne constitue pas, par nature, une négligence grave. Il y a cet arrêt de la Cour de cassation de 2017 qui est une véritable pierre angulaire. Il établit très clairement que la charge de la preuve pèse entièrement sur l'établissement bancaire. La banque ne peut pas se contenter de dire que le code secret a été utilisé pour justifier un refus. C'est irrecevable. Elle doit démontrer avec des éléments tangibles l'imprudence inexcusable de la victime. Et le droit évolue face aux nouvelles technologies. Selon cette jurisprudence récente de la Cour de cassation de mars 2026, si les fraudeurs utilisent des techniques de falsification, comme usurper le véritable numéro de téléphone de la banque, le fait de suivre ces instructions ne caractérise pas automatiquement une négligence grave. Les juges prennent désormais totalement en compte l'hyperréalisme bluffant des méthodes employées par les escrocs. Un chiffre déterminant à retenir,
13. C'est le délai légal, strict, en mois, pour signaler à sa banque une opération non autorisée. 13 mois. Une fois ce délai dépassé, la forclusion s'applique, ce qui veut dire que ça bloque toute possibilité légale de remboursement pour ces transactions. Autant dire que la rapidité de notification est un impératif absolu. Au niveau de la stratégie, il est aussi crucial d'utiliser les bons fondements juridiques en cas de litige. Certains ont parfois essayé d'attaquer les banques en se basant sur les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Mais la justice a rappelé que ces règles ne sont pas faites pour indemniser les victimes d'escroquerie. Le débat, le vrai, doit rester strictement concentré sur l'absence de consentement à l'opération et le droit statutaire au remboursement. En conclusion, la marche à suivre est claire. On signale, on fige les preuves et on refuse catégoriquement un rejet de remboursement si la banque n'apporte pas la preuve formelle d'une négligence grave. Mais cela soulève une vraie question de fond. Aujourd'hui, ces fausses interfaces institutionnelles sont quasiment impossibles à distinguer de la réalité. Comment nos cadres de responsabilité financière vont-ils devoir s'adapter à l'avenir ? Peut-on vraiment exiger du grand public qu'il déjoue des pièges technologiques toujours plus avancés sans réinventer le niveau de protection des banques ? C'est sur cette réflexion que s'achève ce décryptage. Merci de votre attention.